Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous. Allez, on est reparti pour un nouvel épisode de Réflexe Critique. Aujourd'hui, ça tournera sur la dernière vidéo de Capsule Concept qui tournait autour des profils psychologiques des créateurs et des créatrices. Donc les profils psychologiques, on avait élaboré sur les traits de personnalité, sur l'attitude, sur l'état d'esprit ou le mindset en anglais. L'idée aujourd'hui, ce sera de refaire, comme d'habitude, un point critique sur ce que j'ai pu dire, sur ce qui pouvait être faux, sur ce qui pouvait être bien, et on s'aidera, comme d'habitude, d'une interaction avec un chatbot. Alors on va passer à la quatrième étape, qui sera d'expliciter ce que j'ai pu dire qui était implicite, donc mes préconceptions, et de questionner et critiquer un peu ce que j'ai pu dire en essayant de s'appuyer sur des sources. J'espère qu'il pourra le faire assez bien, Gemini, et je vous invite à faire pareil quand je vous présente des idées. N'hésitez pas à les remettre en question, à les critiquer, à dire ah, il y avait ça qu'il n'avait pas vu, il y a ça comme angle mort, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit juste pour vous, pour montrer que vous avez un esprit critique acéré. C'est toujours une bonne pratique que d'analyser les discours des autres pour voir qu'est-ce qui nous paraît bien, qu'est-ce qui ne nous paraît pas bien et en quoi on aurait pu améliorer ce qui a été dit. Les 5 préconceptions implicites et leurs critiques. Le transcript, bien que didactique, repose sur plusieurs hypothèses non discutées qui constituent des points aveugles à questionner. Le premier, la créativité est un construit psychologique centré sur l'individu. Le transcript se concentre uniquement sur les traits et les attitudes internes, psychotisme, individualisme, persévérance. Il ignore presque totalement le rôle de l'environnement, la culture, le milieu social, les outils disponibles, le climat organisationnel. Il ignore totalement le rôle de l'environnement dans l'émergence d'une œuvre créative. J'ai décomposé volontairement mes capsules concept en plein de petits modules, plein de petits épisodes. Donc forcément, il y a des choses que j'aborde pas et c'est intéressant qu'ils vous les mettent en évidence dans ce format un peu plus long qui est réflexe critique. Lien avec le domaine, il nous mentionne la psychologie et la sociologie de la créativité. La créativité est de plus en plus vue comme un phénomène socioculturel. Il nous mentionne le modèle des 4 P, que je pourrais développer, mais qui est écrit ici et qui est assez explicite. Le trait individuel est nécessaire, mais non suffisant. Un individu très ouvert n'aura pas d'accomplissement créatif dans un environnement très rigide. Deuxième point aveugle, le profil créatif est universellement bénéfique, sauf l'extrême pathologique qui est mentionné autour du psychotisme. Le discours valorise ces 6 traits comme étant favorables ou propices sans vraiment nuancer leur coût systématique ou leur inadéquation dans d'autres contextes. Par exemple, la prise de risque peut mener à la ruine financière ou à l'épuisement et l'individualisme peut détruire la cohésion d'équipe. Il a tout à fait raison et je l'avais dit, c'est le côté trouver un bon équilibre. Effectivement, pousser à l'extrême n'importe quel trait de personnalité est problématique ou peut être problématique. Éthique et management, donc le lien avec un domaine, il nous fait le lien avec le domaine de l'éthique et du management. Cette approche omet la question des effets secondaires, par exemple le lien entre neuroticisme et certaines formes de créativité, l'isolement social lié à l'individualisme. La recherche montre que les traits peuvent être un fardeau en dehors du processus créatif. Tout à fait raison de mettre cette petite réserve. Alors, les 3 autres points qu'il mentionne, c'est que la créativité se mesure principalement par l'accomplissement et la reconnaissance sociale. C'est vrai que c'est un implicite que j'ai souvent et que je ne mentionne pas. La justification de la persévérance repose sur le fait qu'on est jugé créatif par rapport à nos productions et à nos œuvres et reconnu dans la société. Cela privilégie la créativité de type C, la créativité historique, ou des fois on parle de créativité éminente, et la mini C, accomplissement personnel, au détriment de la pro C et de la little C. Il nous met en avant un modèle explicatif qui est celui des 4 C, et en l'occurrence, il dit que je ne prends pas en compte la créativité professionnelle ou la créativité du quotidien, la créativité des fois qu'on nomme psychologique ou privée. C'est assez vrai en disant que voilà, si on ne mesure que l'accomplissement et la reconnaissance sociale, oui, c'est vrai que ça fait plus appel à la créativité historique ou éminente. Il nous relie ça au domaine de l'épistémologie et de la typologie de la créativité, en disant que, en se focalisant sur le jugement social, la reconnaissance, on ne questionne pas la nature intrinsèque de l'acte créatif. Quid de l'inventeur qui n'est jamais reconnu et sa créativité, est-ce qu'elle est moins réelle? Alors ça, c'est des conceptions qui sont à discuter. Moi, j'ai le parti pris, effectivement, la plupart du temps, que si ça n'est pas visible, si ça n'est pas installé dans un espace public, alors oui, on peut dire que cette créativité-là n'est pas forcément réelle. En tout cas, elle n'est pas actuelle au sens philosophique de la différence entre potentiel et actuel. C'est-à-dire, elle est potentielle. Et ça, on le creusera plus tard, la différence entre potentiel et actuel,
ou entre potentiel et accompli, réalisé. Alors les traits sont des dispositions stables, bien que modifiables. Oui, c'est un point que j'avance. Et qu'est-ce qu'il nous met? Alors bien que le transcript mentionne l'évolution des traits, il les utilise principalement comme des étiquettes stables servant à la classification et à la sélection, que ce soit pour le recrutement ou pour les aspects cliniques. Le danger est d'essentialiser l'individu créatif, l'erreur fondamentale d'attribution. Intéressant, il vous mentionne un biais cognitif qui existe, qui est l'erreur fondamentale d'attribution. Et il nous mentionne que la psychologie différentielle et la dynamique de la personnalité, dans ces deux disciplines, les théories modernes insistent sur l'interaction forte entre l'état, qui est passager, et le trait, stable, c'est la théorie état-trait. Je ne la connais vraiment pas en détail celle-ci. Je pense que ce que j'ai dit s'apparente à ça, est infusé par cette théorie, mais je ne l'ai jamais regardé en détail, je ne suis pas allé lire les articles dessus. Les traits sont mieux vus comme des distributions de comportements autour d'une moyenne, plutôt que des points figés. On ne possède pas un trait, on agit selon lui fréquemment. Bon, c'est quelque chose qui met en avant, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est mentionné, d'autant que je ne pensais pas avoir été aussi essentialiste, mais en tout cas, si c'est une réserve qu'il met, autant la prendre, et je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de mentionner. Cinquième, c'est la modification des traits est possible et encourageante. C'est vrai que je fais ce postulat qu'on peut modifier les traits. C'est vrai que c'est très développement personnel, on va voir ce qu'il en dit. La conclusion incite à l'optimisme. Il y a toute une possibilité de les développer, de développer ces traits de personnalité. Cela repose sur l'hypothèse implicite que le développement de traits via des attitudes ciblées est efficace et durable. Il nous mentionne que dans les neurosciences et le développement personnel critique, changer un trait de personnalité, c'est notoirement difficile. Que ce soit une disposition profonde influencée par la génétique et l'expérience précoce, c'est difficile. Et il a raison. Le développement personnel, mentionné pour la persévérance, est souvent critiqué pour son excès d'optimisme sur la plasticité psychologique sans tenir compte des limites biologiques. Alors j'avais fait la remarque dans les points critiques en disant qu'il y a tout un tas de choses qui sont déterminées en nous, notamment la génétique et la biologie. Mais bon, il n'a peut-être pas tout en mémoire aussi, c'est bien de le rappeler. Alors il nous propose maintenant 5 questions d'ordre scientifique et technique ou éthique. Alors, question éthique. Dans un contexte de sélection et de tri, que ce soit le recrutement ou l'orientation professionnelle par exemple, la connaissance des traits de personnalité favorables à la créativité ne mène-t-elle pas à un conformisme du profil créatif? Le fait de rechercher le bon équilibre, comme Aristote, ne risque-t-il pas d'éliminer les créateurs extrêmes qui ont un haut taux de psychotisme, un individualisme radical, qui sont souvent les plus disruptifs? Est-ce que ça ne peut pas être un problème quand on recrute de laisser ces profils un peu extrêmes? Oui, tout à fait. Je ne suis pas pour l'utilisation de tests de personnalité pour le recrutement, mais enfin, c'est une technique qui existe et pourquoi pas après tout, hein. Deuxième question, question scientifique en lien avec les neurosciences. Quelle est la signature neurobiologique du trait de psychotisme non pathologique dans le cerveau créatif? Ce trait est-il lié à une connectivité accrue entre les réseaux de la cognition par défaut, le système du mode par défaut on parle, et les réseaux du contrôle exécutif, l'évaluation, permettant de rendre l'imagination utilisable? Alors là, je vous avoue qu'en neurosciences de la créativité, j'avais fait un bref passage à l'Institut du cerveau, mais je ne vous dirai pas plus que ça comment on peut distinguer le psychotisme non pathologique du psychotisme pathologique. Et on en restera là et je vous laisse faire vos propres recherches, comme on dit, si ça vous intéresse. Troisième question, une question technique qui mêle l'IA et la créativité. Les modèles d'intelligence artificielle générative, comme Midjourney ou ChatGPT, manifestent-ils les 6 traits mentionnés dans leur processus? Alors c'est intéressant, il mentionne Midjourney et ChatGPT et pas Gemini. C'est intéressant, il ne fait pas de la concurrence déloyale, je n'aurais pas pensé. En tout cas, est-ce qu'il manifeste les 6 traits mentionnés? Et peut-on concevoir une IA qui simule la tolérance à l'ambiguïté ou la prise de risque? Alors ça, j'avoue qu'il faudrait entrer, est-ce qu'on attribue déjà une personnalité à ces intelligences artificielles? Et si c'est le cas, est-ce qu'elles ont ces traits de personnalité? Question intéressante, je me renseignerai sur ça parce que c'est un point que je n'avais pas du tout vu. Une quatrième question, une question socioculturelle. Alors voyons qu'est-ce qu'il appelle socioculturel. Dans quelle mesure les traits de personnalité créative sont-ils culturellement dépendants? Par exemple, le trait d'individualisme est-il moins favorable à la créativité dans des cultures où la créativité collective et l'harmonie sociale sont privilégiées, comme dans certaines cultures est-asiatiques? Alors en gros, est-ce que l'individualisme serait un point qui diminuerait la créativité si on est en Chine ou au Japon ou en Asie en gros? Je vous pose la question aussi. J'avoue que là, on me pose des questions où j'ai pas forcément la réponse et c'est aussi
un bon point que de dire des fois je ne sais pas. Et là en l'occurrence, je pourrais donner une réponse comme ça a priori, mais j'en sais pas plus que vous. Dernière question, question épistémologique sur une question de définition. Étant donné le lien entre persévérance et jugement social, comment peut-on formuler une définition de la créativité qui découpe le trait de la production? Autrement dit, une personne qui a un potentiel créatif énorme mais qui ne finit jamais rien, manque de persévérance, est-elle intrinsèquement créative? Alors ici, je peux répondre un petit peu parce qu'il y a une distinction qui existe, qui est la distinction que je vous ai brièvement évoquée entre potentiel créatif et accomplissement créatif. Ici, en incluant ces deux points, on voit que quelqu'un qui n'est pas persévérant mais qui est quand même à la capacité à être créatif, il serait potentiellement créatif, quand l'autre qui est persévérant et qui effectue et qui finalise des œuvres, lui, il sera effectivement créatif. Il aura un accomplissement créatif bien plus grand. Et d'ailleurs, il y a des tests qui existent pour évaluer les deux. Vous pouvez aller les voir si vous les trouvez, sinon je pourrais en refaire un contenu dessus. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.